bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors je sais pas ce que vous avez fait d'ailleurs pendant ce week-end. Avec les annonces qu'il y a eu, on va pas y échapper, on va passer quelques petites minutes dessus dans le milieu du podcast, vers le fin milieu du podcast. On est obligé d'en parler parce qu'on est concerné, les sportifs, on est concerné par cette histoire-là. Donc bon. Voilà. Donc je sais pas ce que vous avez fait, peut-être il y en a qui étaient en manif, d'autres qui étaient chez eux, qui regardaient ça à la télé, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'espère que vous profitez quand même un petit peu de cet été pour prendre un petit peu de bon temps, essayer de déstresser, etc. Bref. Alors, dans le podcast, on va voir plusieurs choses. La première chose, on va voir le baromètre national des pratiques sportives en 2020. Donc je trouve que c'est intéressant d'en parler un petit peu et justement vous montrer un petit peu les biais qu'il peut y avoir et vous montrer qu'en fait le baromètre ne peut pas tenir, celui que j'ai lu. Après on va voir les salades repas du commerce, que choisir. Donc lanutrition.fr a fait un espèce de choix qui vous pousse. Il vous recommande en fait des salades repas et d'ailleurs moi c'est pas je me serais pas tourné forcément vers celle-là, mais bon. Eux ils jugent que c'est je me serais pas tourné vers celle-là instinctivement en fait parce que moi les salades repas j'en parlerai plus tard. Et on va parler également du pass sanitaire et des salles de sport, donc c'est là où on va parler du sujet brûlant du moment. Et pour terminer avec du positif, on va parler des top innovations home gym, donc pour l'entraînement à la maison. Bon, ce week-end, j'ai sorti Alors, je vous recommande vraiment, je suis assez fier de ce contenu. C'est un contenu que j'ai sorti, c'est sur la nutrition, et je trouve que c'est pas mal d'actualité. Ça s'appelle, le titre, si vous voulez taper ça sur mon site, ça s'appelle Nutrition antifragile, ce que mange l'homme robuste. Alors, en plus, j'ai mis une vignette avec Jean Gabin et Lino Ventura. Alors, c'est pas deux modèles de robustesse pour la nutrition, parce que en fait, ils étaient réputés pour être des bons mangeurs, pour aimer les bonnes choses, les bons plats et tout. Mais après, est-ce que au niveau longévité, c'était des exemples, j'en sais rien. Mais en tout cas, en termes d'antifragilité et de robustesse, ils représentent bien ça en fait. C'est pour l'image que j'ai mis ça. Donc en gros, moi j'ai travaillé. Alors c'est une revue de presse scientifique, où j'ai travaillé sur l'alimentation. Alors par rapport à des documents, évidemment, c'est pas moi qui ai inventé ça. Ils ont comparé des personnes qui étaient fragiles, des personnes qui étaient en voie de devenir fragiles et des personnes qui étaient robustes. Alors évidemment, ils prennent des personnes qui avancent un peu en âge. C'est beaucoup plus facile pour regarder ça parce que les problèmes de santé arrivent. Logiquement, arrivé à un certain âge, enfin pas toujours, mais c'est plus facile d'observer des problèmes de santé chez des personnes à risque que chez des personnes qui peuvent faire feu entre guillemets de tout bois, c'est-à-dire les jeunes quoi. Et en fait, ils se sont rendus compte que il y avait une alimentation donnée chez les personnes qui étaient jugées fragiles, une alimentation qui dans les 3 ans peut amener à la fragilité, donc c'est ce qu'ils appellent eux la pré-fragilité, et une alimentation au contraire qui permet aux gens d'être robustes. Et moi je trouvais ça très intéressant parce que finalement on peut voir, et puis là il y a les nutriments, les micronutriments, les types d'aliments, c'est vraiment très complet. Et donc du coup, on a pu en tirer on en tire chacun des informations, des interprétations même, comme comment devenir plus fort mentalement, améliorer sa forme et sa force, l'alimentation qui rend robuste, ce qu'il faut éviter pour ne pas devenir fragile, les listes des aliments pour être robuste, les macros et micronutriments de la solidité physique et mentale, et voilà. Donc vous avez la vidéo, vous avez le PDF avec toutes les notes, comme ça vous n'avez rien besoin de noter, vous pouvez avoir votre pense-bête, si vous avez envie de remanier
soigner un petit peu votre diète juste après. Donc, je vous mets le lien en description. Allez faire un tour, regardez un petit peu le thème. S'appelle, pour rappel, nutrition antifragile, ce que mange l'homme robuste. Voilà, donc c'est disponible depuis dimanche matin à 10h. Donc ça fait, voilà, c'est nouveau. Bon, premier sujet, baromètre national des pratiques sportives en 2020. Alors en 2020, je vous cite les notes que j'ai récupérées. Alors ça c'est de l'écrit du site du Crédoc. Donc voilà. Alors en 2020, 65% des Français de 15 ans et plus ont pratiqué au moins une activité physique et sportive au cours des 12 derniers mois. En 2018, dans la première édition de ce baromètre, ils étaient 66%. La pratique n'a donc quasiment pas évolué en 2 ans. En revanche, si on prend en compte le mode de déplacement principal et que l'on considère que ceux qui se déplacent à pied, à vélo ou à trottinette pratiquent une activité physique, on arrive à une proportion de 76% de Français pratiquant de l'exercice. Donc c'est plus un point par rapport à 2018. Globalement, entre 2018 et 2020, on note donc une relative stabilité de la pratique sportive. L'activité sportive proprement dite, hors mode de déplacement actif, reste socialement différenciée, plus facilement exercée par les jeunes, les bénéficiaires de hauts revenus ou les plus diplômés. Mais pendant les 2 mois du confinement, cette pratique a diminué d'une dizaine de points, s'établissant à 53%. Toutes les catégories de pratiquants ont été impactées et quasiment aucun non-pratiquant ne s'est mis à la pratique sportive pendant le confinement. En moyenne, 82% des pratiquants hors confinement ont continué à pratiquer pendant le confinement. Donc ce qu'on peut voir là, moi le premier biais que je vois, c'est statistiquement, si vous observez un petit peu, qu'est-ce qu'il y a moi là où je vois un gros biais, en fait, c'est la trottinette. Je pense que quand j'en ai parlé, vous avez compris. Le gros boom de ces 2-3 dernières années, voire 4 dernières années, non, je dirais 2-3 dernières années, c'est la trottinette. On voit assez peu l'arrivée de trottinettes où on pousse avec les pieds, mais de trottinettes électriques. Donc, est-ce qu'on peut associer la trottinette électrique à une activité physique ? Moi, j'ai envie de dire que non. Donc du coup, c'est le premier biais en fait. Si certaines personnes ont remplacé les trajets à pied ou à vélo ou à voiture par de la trottinette restant, je trouve mieux que la voiture. Trottinette électrique. Alors il y en a qui vont me dire oui, mais tu pousses pas avec le pied. Oui, non, mais il y a quand même au niveau physique une forme d'équilibre à maintenir, etc. Et c'est certainement légèrement plus physique, comme la moto étant plus physique que la voiture. Donc il y a peut-être mais c'est la variation. Enfin, on n'est pas dans le sport là. C'est juste que c'est mieux que la voiture. Mais si on met la trottinette dans de l'activité physique pure, les chiffres sont complètement biaisés. Après, on parle hors période de confinement. Bon, les périodes de confinement, elles ont quand même duré, on en a eu pas mal là, en 2020. Donc c'est là encore une fois, il y a un biais de se baser sur les moments où les gens pouvaient faire du sport, donc hors confinement. C'est un petit peu biaisé parce que il y a eu un effet complètement inverse durant les confinements. Et c'est là où on voit bien que si les chiffres montrent bien, c'est la réalité. Vous savez que durant tous les confinements qu'on a eus, on avait toujours la liberté, entre guillemets, de pouvoir faire 1 heure de marche en extérieur, enfin de pouvoir sortir de la maison avec un kilomètre autour de chez nous. Donc finalement, très peu de personnes en ont profité, parce que si tout le monde avait profité de sa marche d'1 heure, on était au-delà des recommandations de 30 minutes de marche par jour. Donc typiquement, on aurait pu élever la hausse d'activité globale. Donc beaucoup de personnes n'ont pas profité de ça, en fait. Donc ne sont pas sortis finalement. Ensuite, en moyenne, 82% des pratiquants hors confinement ont continué à pratiquer pendant le confinement. Je suis pas convaincu de ce chiffre par rapport en tout cas dans le monde du fitness. Alors forcément quelqu'un qui courait. Donc je prends quelqu'un qui aimait bien courir, il faisait son cardio 1 ou 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. J'imagine qu'il a pu continuer durant son heure de sortie quotidienne, il a pu en profiter durant le confinement. Mais chez les pratiquants de muscu, personnellement, j'ai vu énormément d'abandon.
d'abandon, d'arrêt, de démotivation, de j'y arrive pas quand je suis à la maison, etc. Donc ça ne fonctionne pas pour tous les sports. Et par contre, ce qui est montré, c'est que les personnes qui ne faisaient rien ne se sont pas mis à faire quelque chose. Finalement, il y a eu, même moi, je suis tombé dans le panneau de me dire, il y a eu des nouvelles personnes qui s'y sont mises durant le confinement. C'est vrai. Moi, j'ai eu beaucoup de nouvelles personnes, mais beaucoup par rapport aux gens qui me suivent. Donc c'est toujours pareil. Il y a un énorme biais là. C'est de penser la population par rapport au public qui nous suit. C'est un biais énorme en fait, puisque ce sont des gens qui sont intéressés. Donc forcément, moi j'ai vu beaucoup de personnes qui ont démarré le sport durant le confinement, c'est-à-dire qu'avant ils savaient même pas ce que c'était que la muscu, enfin façon de parler. Et puis j'en ai eu plein qui m'ont contacté, qu'est-ce que je peux faire à la maison, etc., etc. On a travaillé ensemble. Enfin bon bref voilà. Mais finalement, ça ne représente pas la réalité de la population. Donc, beaucoup de personnes ne faisant pas de sport ne s'y sont pas mises. Certaines s'y sont mises, mais ce sont des cas exceptionnels. Et je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que les pratiquants de longue date aient perduré durant le confinement. Il y en a certains, mais pas beaucoup. Moi, je le vois ne serait-ce que autour de moi. Donc, autour de moi, j'ai des personnes qui pratiquent sans être dans le monde du fitness, c'est-à-dire que ce sont des gens qui pratiquent mais qui ne suivent pas d'influenceurs, d'instagrammeurs, qui ne vont pas voir de blogs sur le fitness, qui ne vont pas voir de vidéos YouTube, ils sont abonnés à personne là-dedans, ce sont juste des personnes qui pratiquent la musculation pour être en forme, ce qui représente une grosse partie de la population pratiquant le fitness, hein. Il faut pas croire que dès qu'on lève un haltère, on va sur Instagram derrière pour suivre les recommandations d'un tel. Donc il y a moi dans mon entourage, cette tranche de personnes-là ont arrêté. Et même des personnes fortement passionnées ont arrêté. La simple et bonne raison, c'est que, comme je l'expliquais dans d'autres podcasts, quand vous êtes habitué à amener vos muscles, votre physique, etc., dans des conditions extrêmes à l'entraînement, par des charges lourdes, par de l'intensité, par des machines particulières, par des mouvements particuliers, et que vous ne pouvez pas le reproduire à la maison, vous avez une forme de doute sur l'efficacité de l'entraînement à la maison, et du coup, vous pouvez avoir un frein à vous mettre au travail. Pour des personnes qui ont tendance à mettre du 300-400 kilos à la presse, plus de 100 kilos développé couché, plus de 200 au soulevé de terre, etc., et qui se retrouvent à la maison avec même pas un haltère de 2 kilos, ils ont que leur poids de corps pour s'entraîner. Il y en a très peu qui vont réussir à s'entraîner. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont réussi à le faire, mais globalement, statistiquement, si vous regardez bien autour de vous, quels sont dans l'ensemble des personnes que vous connaissez qui ont un abonnement en salle de sport et qui, avant que cette période arrive, allaient régulièrement au sport, ça veut pas dire tous les jours, mais au moins, on va dire, régulièrement dans l'année, souvent, ces gens-là ont arrêté de pratiquer du sport quand ils étaient à la maison. Bon. Donc, moi, je trouve que là, ce baromètre, il est pas super fiable dans le sens où déjà d'une on considère quelque chose d'activité physique alors qu'elle ne l'est pas réellement. Je parle de la trottinette et encore une fois de partir du principe que ceux qui pratiquaient avant ont continué après. Enfin, on continuait pendant le confinement. C'est pareil, c'est pas hyper fiable par rapport à la discipline que nous on pratique, qui est le fitness. Alors, encore une fois, pour rappel, quand ce sont des sports de ballon où vous avez besoin de courir, il y en a qui vont courir, ça va leur aller. Quand c'est les cyclistes, ils pouvaient aller rouler, les coureurs, ils pouvaient aller courir. Mais la muscu, c'était quand même assez compliqué. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, faites attention aux données qu'on vous donne sur les pourcentages, les machins, etc. Ça va concerner déjà, moi là où je vois un gros biais, c'est que si on commence à considérer la trottinette électrique comme une activité physique, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge par rapport au problème de l'obésité, etc. La trottinette, moi je trouvais ça excellent. Il y a eu une période, rappelez-vous, où certains avaient une trottinette pliable. Vous savez, les trottinettes qu'on a eues, ceux qui sont de ma génération, donc qui ont été jeunes, au plus jeune, on va dire, parce que jeune, je suis encore jeune, mais je veux dire, on va dire fin d'enfance, début d'adolescence, dans les années 90, début 2000. Ont connu la première arrivée des trottinettes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça revient, les gens ont l'impression de découvrir ça. Mais nous, de notre génération, on a connu la trottinette, vous savez, pliable, là. Cette trottinette en espèce d'acier qu'on pouvait plier. Le guidon était télescopique et c'était pas très lourd, finalement. Je sais même pas si ça devait être de l'aluminium, quelque chose comme ça. C'était pas très lourd et on pouvait transporter ça facilement.
Et c'était super pratique pour se déplacer à droite, à gauche. Moi, j'en ai eu une, je me souviens. C'était vraiment pratique. Les roues avaient des super roulements et tout. Et là, c'était à mi-chemin entre le skateboard et la trottinette électrique, en fait. Puisqu'on devait pousser comme un skate. Et, il y avait un guidon, on pouvait tenir, etc. Donc, là, c'était pour moi, oui, il y a de l'activité physique, effectivement. Il fallait quand même se servir de son corps pour déplacer l'engin, quoi. Aujourd'hui, l'électricité, alors c'est pour moi, c'est pas très. Quand on parle souvent d'activité physique, je prends plus la voiture, mais je prends ma trotte électrique. Bon. On est loin quand même enfin, ça muscle que dalle. Hein. La seule chose que vous avez, c'est de la notion d'équilibre. Après, évidemment, pour l'écologie, le climat et tout. Certainement que c'est. En tout cas, sur place, ça pollue moins. Ailleurs, j'en sais rien. Mais sur place, effectivement, dans les villes, les trottinettes électriques, ça émet moins de particules fines. Enfin, même pas du tout. Enfin, pas du tout. J'irai pas jusque là, mais par rapport à un gros mazout, quoi. Bref. Mais par contre, au niveau sportif, si on commence à considérer ce genre de choses comme une pratique sportive ou d'activité physique, c'est une légère dérive qui va avec le monde actuel. Hein. Le monde actuel, pour rappel, de plus en plus de personnes, en fait, sont dans la médiocrité. C'est-à-dire que on voit de plus en plus, enfin, il y a une énorme régression par rapport à l'entraînement. Vous savez, en musculation, par exemple, il y a un écart qui se creuse entre la réalité de ce qu'on pense être intense et la vraie intensité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu autant de contenu de personnes qui vous disent « Oh là là, t'en fais trop, il faut faire attention, ah mais tu t'entraînes trop, surentraînement et tout », alors que ce sont des personnes qui pratiquent 45 minutes, certes intenses de musculation, mais le reste du temps, ils ont le cul vissé sur une chaise à travailler, comme vous, comme moi, certainement. Enfin, comme vous certainement, comme moi certainement, c'est sûr, puisque moi je travaille, je suis assis et c'est la musculation qui me sort un peu de ma sédentarité. Donc je vais pas commencer à pleurer parce que j'en fais trop avec maximum 1h15 de muscu quotidienne, quoi. Donc c'est là où justement il y a un écart qui se creuse, là où par le passé certainement beaucoup plus de personnes avaient un travail physique et le soir allaient en salle de sport. Moi, pour rappel, je vous le dis à chaque fois, mais c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai eu divers travails physiques et le soir j'allais m'entraîner et je me suis jamais posé la question, je suis en surentraînement, pas surentraînement, enfin j'arrivais à tenir largement. Mais la problématique de la sédentarité, c'est que ça rend léthargique et la léthargie fait croire qu'on est épuisé nerveusement. Mais non, en fait c'est ce qu'on fait de notre corps engage l'action, la motivation, etc. Quand je dis ça, ça veut dire que plus on bouge, plus on se sent énergique. Moins on bouge, plus en fait, le corps n'a aucune raison de produire beaucoup d'énergie, enfin de vous faire sentir énergique si vous êtes en position stationnaire, vous êtes immobile, etc. Vous n'avez pas une grande énergie. Le simple fait, par exemple, quand vous êtes au téléphone, faites le test si vous travaillez, passez un coup de fil assis et passez un coup de fil debout, vous allez voir à quel moment vous êtes le plus imprégné de la conversation et le plus dynamique dans vos échanges. Donc il y a vraiment cette notion-là. Et aujourd'hui, moi, ce que je crains, c'est qu'il y a une grosse médiocrité qui s'installe. Des personnes, par exemple, des personnes qui s'entraînent depuis un certain nombre d'années et qui ont je vais prendre le cas clairement, mais quand un développé couché en 5-6 ans, la personne a démarré à 20 kilos et au bout de 5 ans, elle est à 40-50 kilos, il faut essayer de mettre un coup de collier sur l'intensité pour monter un peu en charge. À un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, quand je vois des gens qui me disent t'es à 100 kilos au couché ou 120 kilos au couché, ou même quand j'ai fait mes meilleures barres à 140 au couché, ils me disent oh là, c'est exceptionnel. Non. Il faut arrêter de dire que c'est exceptionnel. C'est pas du tout exceptionnel. Et moi, je me bats pour que ça le soit pas. Parce que si ça devient exceptionnel, les gens deviennent plus, ils lèvent le pied, en fait. Parce que s'ils jugent ça comme exceptionnel, ça veut dire qu'ils peuvent se contenter de moins. Moi, je suis toujours dans l'optique de me dire que, quel que soit le poids où on est aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux. Donc ça, c'est une réalité. Alors, faut pas déprimer sur le fait qu'il y a des gens toujours meilleurs, mais faut toujours partir du principe que il y a toujours des gens plus performants, et tant mieux, parce que si on commence à tomber dans le débat, tout ce qui est au-dessus de moi est forcément dopé, ou triche, ou machin, déjà, c'est hyper, je trouve, narcissique, parce que ça voudrait dire que la personne, tout ce qui est au-dessus d'elle, est mieux, et enfin pas tout ce qui est au-dessus d'elle en termes de force ou d'apparence physique est forcément dopé ou quoi ou qu'est-ce. Ça veut dire que la personne se considère comme étant au meilleur niveau naturellement.
Donc moi ça me pose problème ça, il y a un côté narcissique là-dedans qui est mêlé un peu à de la médiocrité, de la fainéantise, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, hein. Donc je suis désolé d'avoir ce discours un petit peu agressif, mais moi ce que j'essaye de montrer, de pousser, c'est plutôt de sortir de ce truc-là, d'accepter d'avoir un physique parce que je sais pas, pour raison X ou Y, d'avoir pas un bon physique parce que naturellement on peut pas aller au-delà de ça. Je vois honnêtement autour de moi très peu de personnes qui ont atteint un potentiel ne serait-ce qu'à la moitié naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des gens disent ouais non mais moi c'est bon, là je suis arrivé au maxi. Non. Vous êtes même pas la moitié de ce que vous pouvez atteindre en termes de potentiel, et beaucoup se disent si je veux aller au-delà c'est le dopage. Et non. Par contre, il y a une différence. Là où je rejoins beaucoup de personnes, c'est qu'il y a une différence dans l'accélération du développement. C'est-à-dire que moi, ce que j'observe, c'est qu'une personne naturelle, son physique se construit sur beaucoup plus de temps. Alors là, il y en a qui vont me dire oui, mais c'est normal, c'est bateau et tout. Non, c'est pas bateau, c'est normal. C'est juste que j'ai remarqué une chose, c'est que les personnes qui pratiquent comme ça sur le long terme, donc évidemment, vous pouvez pas l'observer sur une personne qui s'entraîne depuis 3 ans, hein, mais sur une personne qui s'entraîne depuis un certain nombre d'années, vous voyez une forme d'amélioration du physique, et le plein potentiel ne s'obtient pas en 10 ans ou 15 ans. Non, c'est le plein potentiel s'obtient jusqu'au moment où la vie fait que ça décline. Donc par les voies normales, métaboliques, hormonales et tout ça, de l'âge et tout, qui n'arrivent pas à 40 ans ou à 30 ans comme je reçois parfois par message. Quand on me dit 30 ans tu penses que c'est encore possible, j'ai envie de dire non mais merde, si à 30 ans t'as déjà arrêté ta vie, c'est quand même triste. Mais bon, c'est tout ça pour dire que il faut sortir de cette médiocrité, et je pense globalement dans le monde du fitness, où en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, alors je sais pas d'où ça vient ça. Moi j'ai ma petite idée, et je vais vous la partager. Je pense fondamentalement que des personnes qui ont compris comment fonctionnaient les règles d'influence et tout sur les réseaux ont réussi à avoir une petite audience avec un physique, il faut dire ce qui est un physique qui n'est pas du tout, qui ne représente pas l'intensité ni rien. Et par un discours en disant tout ce qui est au-dessus de moi est forcément de la triche, donc moi, si vous êtes comme moi avec des défauts, des machins, etc., vous êtes dans le juste. Donc ça a rassuré un bon nombre de personnes qui étaient déjà, on va dire, préconditionnées à écouter ce genre de discours, et donc du coup ça a créé une troupe de personnes qui ne tolèrent plus des gens qui réussissent physiquement parce qu'elles sont capables de manger sainement, d'avoir un bon physique, parce qu'elles s'entraînent intensément, qui sont capables de se mettre le compte à la fois en salle, chez elles, ou en salle sur des parcours de santé, etc. Et en fait, la problématique, c'est que tant qu'on est isolé, chacun derrière un écran, on ne peut pas savoir ce qu'est l'intensité réelle de ce genre de personnes qui y arrivent. Et la meilleure solution pour ces personnes-là, moi ce que je recommande, c'est d'aller en salle de sport. D'aller en salle de sport pour se comparer, pour s'entraîner avec d'autres personnes, se trouver des partenaires d'entraînement, se trouver surtout des personnes meilleures qu'elles, parce que il faut vraiment tirer ces personnes-là de ce monde-là. Et quand j'entends ouais mais c'est génétique et tout, non, la génétique enfin, faut vous dire une chose, c'est que les meilleurs physiques que vous voyez aujourd'hui, c'est pas les meilleures génétiques du monde, hein. Les meilleures génétiques du monde, régulièrement, vous verrez que dans votre entourage, une personne naturellement musclée, et ça c'est pas mes mots, hein, je reprends les mots de Gundil, il en parlait il y a peut-être 5-6 ans, où il disait que globalement, qui se met à la muscu, quelqu'un qui est trop gras ou quelqu'un qui est trop maigre, hein, qui veut changer, mais quelqu'un qui est naturellement large d'épaule, avec des abdos apparents, une bonne cage thoracique, enfin bon, quelqu'un qui est plutôt athlétique de nature, il a moins de désir pour aller vers une salle de sport, étant donné qu'il est déjà gâté par la nature. Donc effectivement, si lui s'y met, il aura certainement des avantages. Mais il aura peut-être pas la même motivation et la même hargne. Et Gundil en parlait, il le voyait en fait par rapport aux génétiques dans le bodybuilding, il voyait que ceux qui étaient les plus doués génétiquement, c'était les plus flemmards à l'entraînement, qu'il fallait tirer par la peau du cul jusqu'à la salle pour s'entraîner, parce qu'ils préféraient fumer des pétards ou se détendre ou aller voir des femmes ou j'en sais rien. Bref. Donc, il y a vraiment ce côté-là où il y a une pente là qui s'installe sur la médiocrité par rapport aux capacités des individus. Faut reprendre confiance dans vos capacités. Sachez que vous pouvez aller bien au-delà de ce que vous pensez, quel que soit votre niveau.
Vous pouvez aller au-delà, toujours au-delà, parce qu'en fait, et moi je vais prendre mon cas personnel, évidemment je pourrais être plus massif par exemple, je pourrais prendre plus de masse musculaire, et je suis pas arrivé à mon plein potentiel de masse musculaire, mais je vais pas commencer à dire oui mais parce que non, mon excuse n'est pas une excuse, je suis conscient que pour prendre plus de masse musculaire, il faudrait que je passe par manger plus. Je m'entraîne déjà comme il faut pour ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, en fait, moi, c'est un circuit équilibré. C'est-à-dire que je m'entraîne comme pour prendre de la masse musculaire, sauf que je mange pas comme pour prendre de la masse musculaire. Donc mon physique stagne. En fait, j'arrive à garder ma condition physique grâce à ça. Si je mangeais plus, je pourrais prendre de la masse musculaire. Mais j'ai pas envie, pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de me suralimenter. C'est un choix personnel. Il y en a qui l'acceptent de manger plus régulièrement et tout ça. Donc c'est un choix. 2, j'ai pas forcément envie d'avoir un physique qui se dégrade, entre guillemets, en termes de définition musculaire et tout. Encore une fois, c'est un choix. Je n'impose aucunement, à personne d'avoir les mêmes choix que moi, hein, les mêmes objectifs, mais c'est personnellement le choix que j'ai décidé. Mais je vais pas me cacher sous, ça y est, j'ai atteint mon plein potentiel. Non, c'est faux. Je serais en train de vous mentir et de me mentir à moi-même. C'est pas le but. Enfin, je veux dire, à un moment donné, quand on se ment à soi-même, il y a toujours un truc à l'intérieur qui pompe de l'énergie parce qu'on sait que on n'est pas forcément honnête. Et je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas de figure. Alors, c'est une critique que je fais constructive, c'est que si vous voulez, ces personnes-là, si vous voulez essayer d'être un peu moins hargneux, un peu moins, je sais qu'il y en a qui m'écoutent parfois, un peu moins hargneux, un peu moins épuisé dans votre vie, essayez de ne plus vous mentir de ce côté-là et de faire soit réellement le job, soit d'accepter que vous n'avez pas envie de faire le job, mais de ne pas critiquer ceux qui le font. C'est important parce que l'image après du fitness en France ou de la muscu ou du culturisme ou quoi va se dégrader. C'est-à-dire qu'il va y avoir la médiocrité qui jugera avoir raison et on va dire les vrais athlètes. Même avant, je parle avant le cap du dopage et tout ça. Hein. Ça pour moi c'est pas du tout un domaine qui m'intéresse en fait. On n'est même pas dans la même dimension en fait. Mais entre ces deux trucs-là, il y a quand même une marge de progression énorme et tous ces oubliés au milieu là qui y arrivent, ils peuvent ni s'intégrer à l'élite parce qu'ils ne le sont pas. Étant donné que l'élite, on sait comment ça se passe pour devenir un élite dans le bodybuilding, et ils sont pas non plus acceptés par la majorité parce qu'ils sont trop. Et donc c'est des gens qui sont un peu le cul entre deux chaises, un petit peu. Pour faire une analogie, c'est comme l'acteur là qui dans le film Green Book, un très bon film que je vous recommande, qui n'est ni reconnu dans un cas ni par une communauté ni par une autre, donc qui est un peu entre deux quoi. Donc c'est la même chose. Donc quand vous êtes athlète qui arrivez un petit peu à faire le boulot actuellement en France, vous êtes un peu un électron libre entre deux pans qui sont la médiocrité et l'élite qui naît où le ticket d'entrée est pas forcément accepté par tout le monde. Moi j'en veux pas de leur ticket d'entrée. Bref. Voilà. Donc j'ai dérivé sur ce sujet mais je trouvais ça intéressant d'en parler. Parce que je trouve que ça se dégrade, voilà, c'est comme ça. Hein. Je trouve que ça se dégrade et que il faudrait faire un petit peu quelque chose, sinon on va se retrouver avec des gars qui font de la muscu mais avec des corps d'enfants. Et c'est ce que je vois d'ailleurs beaucoup, des mecs qui ont à peine la trentaine et qui ont encore des corps d'ados. Je sais pas, ils se sont mis au régime direct. Leur corps n'a pas maturé en fait. Et à un moment donné, il faut faire le job. Et c'est pas en restant derrière un PC avec une manette dans les mains non. C'est pas possible. Mais pourtant, on voit de plus en plus d'une forme de résistance. Vous regardez les mots virils, les mots, tout ce que vous voulez, sont de plus en plus populaires. Mais dans la réalité, il y a beaucoup de corps d'enfants, de physiques qui n'ont pas maturé. Et c'est pas normal en fait. À un moment donné, avec le sport, c'est possible. Alors je dis la muscu parce que c'est le plus simple, mais et ça pourrait être d'autres pratiques sportives quoi. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gourous qui arrivent à s'installer dans ce domaine-là, parce que c'est tellement rare que les gens, quand ils en voient un, ils sont un peu qu'est-ce que c'est ? Mais bon, il faut faire attention. Vous avez les moyens de le faire, sauf qu'il faut être c'est un petit peu, vous savez, comme quand
comme quand, je sais pas si quand vous étiez gosse, enfin, je sais pas si, je ne recommande pas cette pratique de prendre des risques, mais moi, quand j'étais ado, en été, parce que c'est la période, le défi avec mes potes, on prenait nos vélos et plus tard nos mobylettes, nos MBK 51 ou nos 103 SPX ou je sais plus comment ça s'appelait, et on partait à la quête. Notre recherche, c'était des sauts dans la rivière, quoi. On cherchait des falaises, des ponts. Alors le pont du Diable, parce que moi je suis du sud de la France. Il y avait le pont du Diable, il y avait des falaises, il y avait des rochers en fait où on pouvait sauter. Il y avait cette quête là en permanence, on cherchait un petit peu à faire ce genre de choses, et en fait c'est, comment dire, pourquoi je fais cette analogie avec ça, c'est parce que de moi-même tout seul comme ça, je me serais pas dit tiens je vais sauter. C'est par observation de voir que c'était possible, et puis dans l'émulation je le faisais. Et voilà, en groupe, il y avait toujours la mentalité. De toute façon, il faut savoir un truc, c'est qu'en groupe, la mentalité est toujours différente de celle qu'on est, enfin l'inconscient. Alors, je sais pas si on appelle ça un inconscient collectif ou je sais plus, il y a un nom spécial pour ça. C'est que votre façon de penser en groupe n'est pas la même que quand vous êtes seul. Et c'est pour ça que je vous dis que quand vous êtes en salle de sport avec des personnes motivées, qui ont un peu envie de se dépasser, qui va pousser le plus lourd et tout, il y a eu pendant longtemps des gens qui ont dit c'est pas bien, faut laisser votre ego dans le vestiaire et tout. Moi je suis contre ça. Non, laissez pas votre ego dans le vestiaire. Au début, quand vous démarrez, prenez votre ego avec vous, essayez de pousser plus lourd que le voisin et que vos potes. C'est bon en fait de le faire ça. Moi je me régalais à faire ça avec mes potes. Il y en a un, moi j'étais le plus fort au coucher, il y en a un autre qui était plus fort aux tractions, il y en a un autre qui était plus fort au curl biceps. On n'avait pas de notion de longueur d'avant-bras et tout. Aujourd'hui, je sais pourquoi un tel était plus fort et tout, mais à la base, je l'avais pas, et on essayait tous de faire mieux que l'autre. Et ça conduisait à prendre de la force. Donc moi, je suis pour cette comparaison au début, en tout cas quand vous débutez, parce que c'est un puissant accélérateur déjà pour sortir de sa zone de confort, mais également de progression en termes de force. Alors il y en a plein qui vont dire aujourd'hui, oui, mais alors quand ils se seront blessés et tout, je sais pas, les blessures, ça arrive, même pour ceux qui font hyper gaffe. Il faut faire attention dans l'absolu, mais sortir de chez soi c'est risqué, faire de la muscu c'est risqué, courir c'est risqué, mais à un moment donné, il faut trouver le juste équilibre, quoi. Vous savez, la balance avantage-risque, là, comme on dit, est-ce que c'est plus risqué de rien foutre et de rester à la maison, ou de faire de la musculation, ou de faire de la course à pied et de risquer des petits problèmes de genoux, ou de se déchirer un muscle? Moi, autour de moi, j'ai vu assez peu de déchirures musculaires, j'en ai vu, et j'ai vu beaucoup de pratiquants, mais proportionnellement au nombre de pratiquants, j'ai vu peu de déchirures. J'ai vu énormément de tendinite, par contre. Mais bon, c'est un petit peu quelque part, voilà. Quand vous restez assis tout le temps, toute la journée, vous avez mal au dos. Bon, voilà, c'est aussi mauvais. Quand vous mangez mal, vous avez du surpoids. Oui, c'est aussi mauvais. Alors le problème des blessures sportives, c'est que vu que c'est de la douleur aiguë, et parfois handicapante sur 2-3 semaines, 1 mois, et du coup on essaye de l'éviter. Alors que quand c'est un mal diffus, des maux diffus, comme du surpoids, difficulté à se déplacer, essouffler en montant des escaliers, mal de dos, pour dormir et tout, c'est pas suffisamment aigu pour mettre un coup d'électricité à la personne et de se dire c'est dangereux. Mais la dangerosité est là aussi, donc il faut aussi sortir de ça. La dangerosité existe, que ce soit dans la sédentarité, donc même si on est à la maison, en permanence, assis ou au bureau, en permanence, on n'est pas protégé. Donc il y a toujours un risque. Il faut choisir après le risque qu'on a envie d'encourir. Moi personnellement, c'est plutôt celui de l'effort. Mais après, chacun fait comme il veut. Bref. J'ai pris trop de temps à parler de ce sujet, mais c'était important d'en parler. Bref, repas à choisir, salade repas du commerce. Donc la nutrition.fr a fait un choix, c'est son choix d'ailleurs. 3 critères pour choisir une salade repas dans le commerce. Donc je vais vous dire ce que eux pensent de ça. Déjà, c'est intéressant parce qu'il y a des personnes, je sais, qui entre midi et 2 ont une pause imposée d'1 heure ou 2 heures et qui vont souvent, s'ils n'ont pas pris de gamelle, ils vont aller au Leclerc, Carrefour, au Champ du coin se chercher une salade repas. Alors eux, ils disent voilà les critères pour choisir. Alors c'est la quantité de légumes, il faut qu'il y ait beaucoup de légumes dedans. Ils donnent même un chiffre, vous pouvez aller lire l'article, je vais vous le dire, comme ça vous n'aurez pas besoin d'aller le lire. Allez, ouvrir l'article dans un nouvel onglet. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? J'avais vu un taux en pourcentage. Donc, la salade doit contenir au moins 40 à 50% de légumes, comme ce qu'il est conseillé de consommer à chaque repas.
Deuxième critère, la quantité de matière grasse. Donc en fait, faut plutôt privilégier des vinaigrettes à l'intérieur à base d'huile d'olive ou de colza plutôt que d'huile de tournesol. Et après, la quantité de sel, il faut que ça soit inférieur à 2 grammes. Voilà. Donc ça, c'est leur critère. Moi, j'en rajoute un, c'est que si vous n'avez pas, et que vous êtes sportif, si vous n'avez pas au moins 20 grammes de protéines dans votre salade, essayez d'ajouter à ça une petite boîte de poisson. Voilà, je sais pas, si y a déjà du thon, prenez un autre poisson, évidemment, mais essayez de prendre si vous n'arrivez pas à avoir votre taux de protéines, prenez ça. Eux, ils disent aussi des oléagineux. Bon, pourquoi pas, mais ça va augmenter aussi l'apport calorique total. Mais bon, un peu plus que si vous mangez je compare ça au poisson. Enfin, si c'est du maquereau, peut-être pas. Mais bref, voilà. Ayez un apport en protéines un petit peu élevé à côté. Faites gaffe parce que ça va apporter du sel aussi. Donc, essayez de prendre le plus nature possible. Bon. Donc, et les salades, ils donnent trois choses, ils différencient trois. Alors ils disent le Nutri-Score, faut pas se baser dessus parce qu'il est faux. Et il est faux par rapport aux salades. Donc ils ont comparé 3 salades repas, 3 bons produits du rayon salade repas. Donc la première c'est salade Sodebo pasta salade œuf thon. Donc aux pâtes, oui, des pâtes, parce qu'en fait il y a les ACE là dedans, vous savez, c'est les agents cosmétiques, enfin les trucs de produits transformés là. Il y en a 0, donc il y a pas d'ACE dedans. ACE c'est pas, vous savez, les Pago ACE, vitamine A, ACE, hein, c'est pas ça. Là c'est des agents cosmétiques, des trucs que vous voulez pas dans la bouffe en fait, des trucs qui font que c'est joli, que c'est, enfin voilà, mais qui sont pas bons pour vous. Des légumes, donc là c'est non communiqué, et matière grasse c'est colza, ils disent. Bon, et entre autres, mais majoritairement colza. Après, vous avez la Superfood Mix Buffet Relax Poulet Avocat Riz. Donc là, il y a que 2 ACE dedans. 33% de légumes et les matières grasses c'est colza et lin. Et la troisième c'est mix buffet salade coffret thon avocat où là il y a 6 ACE donc agents cosmétiques et 31% de légumes et matières grasses colza. Donc moi en fait instinctivement le sportif et tout ne va pas faire ses choix parce que souvent il y a des pâtes, donc des pâtes de blé et tout, donc il va passer à côté et privilégier d'autres salades et tout qui sont pas forcément avec des bonnes matières grasses et tout. Donc eux voilà l'équilibre qu'ils trouvent. La nutrition est quand même pas trop mal référencé au niveau, enfin voilà, de la qualité de la nutrition et tout ça. Ils sont quand même bien, enfin voilà, et c'est quand même mieux en tout cas que ce qu'on peut trouver ailleurs. Et je dis pas que c'est toujours tout bon, tout rose. Moi typiquement, je prendrais pas de salade comme ça. Vous savez exactement, enfin ceux qui ont été consulter mon site, ils savent très bien comment je fais pour manger quand je suis à l'extérieur et tout ça, même sur le pouce, même des aliments froids. J'en ai déjà largement parlé. Mais bon, voilà, ça peut donner des indications. Si vous, c'est les salades repas composent vos repas du midi, eux, ils donnent des petites pistes comme ça. Mais si vous pratiquez le fitness, essayez quand même de rehausser un peu l'apport en protéines, parce que souvent c'est assez marginal. Pourquoi ? Parce que ça coûte très cher les protéines, hein, donc forcément ils vont pas vous gaver de ça. Bon, rapidement, il fallait en parler, donc on en parle. Les nouvelles directives du gouvernement par rapport à ces histoires pass sanitaires et compagnie pour les salles de sport. Bon. Déjà, sachez une chose, les salles de sport ou piscines, le pass sanitaire entre en vigueur le 21 juillet pour accéder à tous les établissements sportifs accueillant plus de 50 personnes, soit les salles de musculation et de fitness, les piscines intérieures ou en extérieur. Donc, on est le 19, donc demain le 20. Attendez, je dis pas de bêtises. Que je dise pas de bêtises, parce que des fois, ma montre, si je l'ai mal remontée, la date se met pas à jour. Donc oui, on est bien le 19. Et donc dans 2 jours. Bon, déjà, vu le nombre de temps qu'il faut pour avoir le machin en règle, là c'est foutu si vous voulez aller en salle cette semaine. Je vous le dis, sauf si vous avez le test PCR qui va bien et tout. Donc il y a quand même quelque chose qui s'impose. Alors moi je donnerai pas mon point de vue sur ces histoires-là. Personnellement, je trouve qu'on ne parle pas assez de méthodes pour, vous savez, il y a un site qui s'appelle le Haut Conseil de la Santé Publique qui a écrit un article qui s'appelle Covid-19, aération, ventilation et mesure du CO2 dans les ERP. Donc les ERP, c'est les établissements recevant du public. Donc petit rappel pour ceux qui sauront le plus ce que c'est tous ceux qui travaillent dans le milieu de la sécurité incendie, etc. Et donc du coup, pour savoir comment, vous savez que le Covid, c'est beaucoup
par dans l'air en fait, qu'on on se tape quand on reste. Alors il y en a, tout le monde n'est pas d'accord, mais il faut rester stationnaire dans un endroit mal ventilé pendant au moins 2 heures pour que voilà vous le chopiez, etc. Enfin là je dis des choses, j'en sais rien du tout, hein, mais c'est juste ce que j'ai entendu. Mais globalement c'est plus ça que le toucher en fait. Et on se rend compte, enfin pas on, il se rend compte que c'est plus ça que le toucher visiblement. Donc voilà. Donc ils se penchent sur les aérations et tout ça. Et ils disent, pour voir si une zone est bien ventilée ou pas, ils se basent sur la concentration en CO2. Et si elle atteint un seuil supérieur à 800 ppm, ça doit conduire dans tous les cas à ne pas occuper la salle et à agir en termes d'aération, renouvellement d'air ou de réduction du nombre de personnes admises dans les locaux d'un ERP. Donc moi, ça m'amène à penser à une chose. Est-ce que ceux qui nous fabriquent nos petites VMC, que ça soit pour nos maisons, que ça soit pour les salles de sport et tout, ne pourraient pas construire des super VMC dopés aux hormones qui puissent vraiment... Enfin, moi, je me dis... Enfin, est-ce que vous pensez que c'est logique de penser comme ça ou pas ? À vous de me le dire en commentaire ou pas. Si dans la pièce dans laquelle vous êtes, dans la salle d'entraînement où vous êtes, la salle de réunion, la salle de muscu, on va partir de la salle de sport, de muscu. Si vous avez une ventilation qui est tellement performante, qui vous permet d'avoir quelque chose qui est, on va dire, proche de ce qu'il pourrait avoir dehors, est-ce que c'est toujours nécessaire de considérer la salle de sport comme une zone à risque ? En fait, je vous pose la question à vous. Moi, personnellement, si l'environnement est renouvelé à une vitesse, presque comme à l'extérieur, on transforme un lieu dangereux, je mets des grosses guillemets, en un lieu plus largement fréquentable. Et donc, que ça soit pour les restaurants, que pour les discothèques, tous ces trucs-là où c'est cloisonné, pourquoi pas chercher à créer des VMC dopés, quoi, hyper dynamiques. Donc je sais pas, ceux qui travaillent là-dedans, je sais qu'il y a des ingénieurs qui m'écoutent. Dites-moi si c'est possible, vous le mettez en commentaire. Exprimez-vous d'ailleurs les ingénieurs. J'ai parlé à 2 ingénieurs, un d'ailleurs particulièrement il y a pas longtemps. On les entend pas assez. Il faut parler plus, les ingénieurs. Parlez plus parce que vous avez la technique que beaucoup de personnes n'ont pas et pourtant ils s'expriment. Donc exprimez-vous plus souvent. D'ailleurs, s'il y en a, dites-le en commentaire. J'en sais rien. Enfin bon, de toute façon, vous m'écoutez pas sur des plateformes où on peut mettre des commentaires toujours, à part sur YouTube. Mais bon, le podcast est très peu écouté sur YouTube. Il est écouté surtout sur les Spotify et compagnie. Mais bon, bref, je sais pas si techniquement c'est possible. Moi, je suis pas ingénieur, mais ça serait intéressant de travailler là-dessus. Et je pense que si on reste dans des situations similaires pendant longtemps encore, et je pense au moins jusqu'à avril prochain, il faudrait réellement trouver des solutions, des innovations pour surventiler. Parce que si vous pouvez justifier que votre air est, entre guillemets, sain, bah, vous pouvez justifier beaucoup d'autres choses. Donc c'est quand même une arme, et puis même dans l'absolu, même au-delà de la loi, parce que la loi et la santé, la santé s'en fout de la loi. En fait, la loi essaye de protéger la santé, dit qu'elle, j'en sais rien, mais en tout cas, la santé, c'est pas parce que la loi pond une loi que la santé va l'écouter. La santé, c'est indépendant de tout ça. Donc, par contre, si l'atmosphère est mieux, là, la santé va en tirer des avantages. Donc on travaille pas pour la loi, on travaille aussi pour la santé, j'imagine, quand on essaye de créer de l'innovation et du progrès. Et donc là, moi, je pense que c'est quelque chose qui, à la fois dans les foyers, est-ce que nos VMC ne sont pas sous-performantes, et dans les établissements comme ça, est-ce que c'est pas sous-performant ? Donc c'est dommage d'avoir eu un Covid pour s'en rendre compte, mais je trouve que... Enfin, moi, personnellement, je m'y suis intéressé, donc j'ai trouvé de la doc là-dessus, mais si on survole l'actualité, comme je fais très rarement, mais que je fais quand même, parce que je prépare les podcasts en faisant une revue de presse, je ne vois jamais de discours là-dessus. Ben, c'est quand même une piste pas de solution, mais d'amélioration de la situation. Enfin, à mon sens, après, que ça soit dans les cinés, dans les trucs comme ça. Là, je suis allé au ciné samedi dernier. Bon, il y avait personne. Bon, on est au mois de juillet, vous allez me dire, il fait chaud et tout, ok, mais souvent quand il fait très chaud, là chez nous il fait vraiment très chaud, on va souvent dans les cinés pour avoir la clim et tout, c'est sympa. Mais là il y avait personne.
Donc il y a personne. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur. Et il y en a qui disent oui, mais c'est à cause du pass et tout. Le pass était pas encore actif là. Il n'y a pas de pass ou le tout venant là, comme on peut dire, a le droit d'y aller. Donc vacciné, pas vacciné, on pouvait aller au ciné. Mais il y avait personne parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur en fait. Ils ont peur, ils n'ont pas envie parce qu'ils savent que dans le ciné, on reste plus de 2 heures parce que les films sont longs et qu'on respire le même air, les gens rigolent. Donc voilà. Bref, donc des VMC, moi je pense que, je sais pas, à vous de me dire. Moi je trouve quand même que c'est une solution. Bon bref, Top Home Gym, les innovations. Innovations que j'ai trouvées intéressantes. Il y en a 3. On va les faire rapidement et puis je vais vous dire au revoir. Il y a 3 innovations que j'ai trouvées super intéressantes là ces derniers temps. La première, j'en avais déjà parlé, c'est le lit qui se transforme en home gym. Alors c'est une société qui s'appelle Pivot Fitness. Alors sachez une chose, c'est que tout ce que je cite, je ne reçois ni les équipements, ni d'argent. J'ai rien. Hein. J'aimerais bien qu'ils m'envoient le lit quand je vois le prix. Je crois que c'est 2500 ou 3000, je sais plus. Enfin, c'est assez onéreux. D'ailleurs, c'est en livres, c'est pas en euros, puisque ça vient d'Angleterre. Donc c'est un lit qui se transforme en home gym. Donc le principe est simple, et d'ailleurs vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai mis en lien dans les notes là de l'émission. C'est un lit typiquement. Vous prenez votre lit. Vous savez un peu dans les vieux films d'espions et tout. D'ailleurs il y a un James Bond, je sais plus lequel c'est, où il est enfermé dans son lit comme ça, et après il tire dessus. Vous savez les lits qui se plient au mur. Et ben en fait c'est un lit qui se plie au mur, mais un lit de bonne qualité visiblement. Un lit, vous pouvez prendre un lit et voilà, vous avez plusieurs choix, mais eux ils garantissent quand même un lit de bonne qualité. Et quand vous le fermez contre le mur, à l'intérieur après vous avez un rack qui se déplie tout simplement, qui est monté sur des charnières. Vous avez la barre de traction, le rack, la barre pour faire votre développé couché et tout qui se range à un certain endroit. Vous avez un banc et tout ça tient sous votre lit. Et donc à la fois fixé, posé, il y a un tapis, il y a tout, et il montre dans une petite chambre que c'est possible et tout. Pour moi, ça c'est the best innovation. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes m'ont dit ouais, mais quand tu vis dans un studio, que t'as que ton lit, machin, t'as un lit, un canapé, ta télé et ta petite kitchenette, comment tu fais ? Eh ben là, tu lèves ton lit, t'as ton home gym. Donc c'est-à-dire que tu peux t'entraîner dans le carré de ton lit en fait, enfin dans le rectangle de ton lit. Et je trouve ça génial parce que c'est quand même du matos qui me semble assez robuste visiblement. Et voilà, moi honnêtement, ça pour moi c'est the best innovation que j'ai vu ces derniers temps. Et si je vivais dans un logement vraiment un studio ou quoi, que j'avais pas la place que j'ai aujourd'hui, qui n'est pas une grande place pour ceux qui savent comment je m'entraîne, enfin il y en a plein qui oseraient pas s'entraîner comme je m'entraîne. Je vous recommande d'aller voir Home Gym Minimaliste sur mon site. Vous allez voir la vidéo où je présente tout mon matos et tout et comment je l'installe et tout. Enfin peu de gens arrivent à le faire, pourtant c'est ce que je fais depuis plus de 2 ans, donc bien avant le Covid. Et donc là, ça, je trouve vraiment que c'est la meilleure innovation. Honnêtement, quand on voit tous les mouvements qu'on peut faire, la cage à squat, donc typiquement, on peut faire du soulevé de terre, du squat, tous les mouvements d'épaule. Vous avez le banc pour faire tous les développés possibles et imaginables. Vous avez de quoi ranger, vous avez le tapis pour pas défoncer votre sol. Enfin bon, c'est hyper complet. Et puis moi, il y a toujours ce truc où je trouve ça séduisant. Vous savez, on a tous dans la tête l'image, on se lève, on se brosse les dents, machin, on prend son petit déjeuner, et puis après on fait bien son lit au carré, on lève le lit et boum, on installe son home gym, on peut faire une bonne séance de sport et partir bosser. Je trouve ça, pour moi, c'est le genre de choses qui me motive. Alors il y en a qui vont me dire, dis donc t'en faut peu. Ouais, écoutez, moi c'est ce qui me motive et peut-être qui donne du sens à ma vie. Mais j'aime la discipline, j'aime ce genre de choses et je trouve cette innovation qui marche. Alors je sais pas si elle marchera réellement dans les faits. Mais vous savez, moi je trouve que c'est aussi une bonne solution pour ceux qui vivent en couple, alors hommes ou femmes, parce qu'il j'ai vu des femmes qui s'entraînaient plus que leurs mecs en muscu. Les mecs n'arrivaient pas à s'entraîner à la maison, les femmes étaient complètement à fond durant le confinement ou vice versa. Et souvent ça peut créer des conflits. Tu me fais chier avec ton banc, ça prend toute la place dans la chambre, machin. Et là, ça peut être une solution. Alors quand vous partagez votre vie avec quelqu'un qui s'entraîne, la personne s'en fout en fait, certainement. Mais parfois l'un ou l'autre peut râler, et ben ça peut limiter les frictions. D'avoir un lit de bonne qualité, vous pouvez dire hey, chérie, regarde, je t'ai acheté un nouveau lit avec un super matelas, tu vas bien dormir, tout content, et puis dès qu'elle est partie bosser, on lève le truc et dessous il y a la salle de gym. Bon ben voilà, c'est de la négoce, c'est comme ça. Mais bon, voilà, tout le monde a gagné, un bon lit et une salle de gym. Bref, deuxième point, deuxième innovation, un parcours de santé
sur une planche. Alors ça, je l'ai découvert ce matin. Je vous ai mis le lien aussi sur Kickstarter. Vous savez, Kickstarter étant la plateforme où vous pouvez financer des innovations et tout quand vous croyez au projet. Donc là, c'est un parcours de santé sur une planche. Et je trouve ça hyper novateur pour plusieurs raisons. La première, c'est que la planche, donc en fait, imaginez une grosse planche épaisse qui doit faire, je sais, il y a certainement les dimensions, mais là, à vue de nez, ça doit faire 1 mètre 20, même pas, ouais, peut-être 1,20 m maximum de long sur, on va dire, soit entre 60 et 80 cm de large. Donc, typiquement, une planche, quoi. Assez épaisse, avec des trous dessus où vous pouvez mettre des poignées de pompe, des poignées pour les dips, une barre de traction et tout. Mais en fait, ça ne dépasse quasiment pas le périmètre de la planche. Donc, et quand elle est pliée, en fait, tous les tubes, vous pouvez les clipser sur la planche. Donc, vous avez une planche. Un petit peu comme si, vous savez, quand vous achetez un jouet pour un gosse, un personnage, genre un Action Man, ou je sais pas ce qui se fait aujourd'hui, mais vous avez le personnage, et vous savez, vous avez l'arme, le bouclier, le machin qui est sur tout et voilà, comme un puzzle là, et puis après vous pouvez équiper le bonhomme ou pas l'équiper. Ben en fait c'est la même chose. Là vous avez une planche avec tout l'équipement sur la planche posé à plat, donc ça prend pas de place en épaisseur et tout. Et après vous pouvez vous installer tout ça. Donc c'est pour moi un parcours de santé qui se déplie parce que en fait c'est des mouvements au poids de corps, mais il montre aussi que vous pouvez accrocher vos élastiques. Et donc du coup faire des curls, faire des élévations latérales, du rowing et tout. Je trouve ça bien. Je trouve franchement que c'est une très bonne innovation parce que là où je trouve que l'innovation est super intéressante, il y a 2 points. Que vous puissiez tout clipser sur la planche et mettre ça par exemple sous votre canapé ou je sais pas derrière votre bibliothèque ou j'en sais rien, le ranger en fait. Donc ça prend pas de place. Deuxième chose, que vous soyez sur une planche. Et le fait d'être sur une planche, si vous avez un sol un peu instable ou si vous avez je sais pas, peu importe, au moins vous poussez contre la planche, vous n'êtes pas les pieds contre votre sol. Parfois il y a des sols qui sont fragiles. Si vous avez un super parquet, si vous avez je sais pas, peu importe. Et donc je trouve ça intéressant. Et limite, vu la taille du machin, quand c'est plié, vous partez en vacances, vous pouvez le mettre dans le coffre de votre bagnole, quoi, ou entre les sièges arrière. Et ben voilà, moi je trouve ça génial, personnellement. C'est le genre de choses, je dis oui, quoi. Je dis oui parce que, alors faut aimer s'entraîner au poids de corps, mais je dis oui, voilà. Typiquement, je trouve que c'est une bonne innovation. Et la dernière, ce sont les poignées de traction de voyage. Alors pareil, un projet que j'ai vu sur Kickstarter. Vous savez, les poignées de traction que vous mettez aux encadrements enfin pas les poignées, mais les barres de traction que vous mettez aux encadrements de porte. C'est ça prend de la place, etc. Et puis d'emporter ça en vacances, c'est pas terrible. Mais là, ils ont inventé des poignées indépendantes. Donc l'une et l'autre sont indépendantes. Donc déjà, ce qui est bien, c'est que alors ça s'accroche toujours à l'encadrement par un effet un peu, vous savez, les tringles à rideau qui sont un peu à ressort là, qui viennent comprimer le caisson de votre volet roulant là pour mettre les tringles sans faire de trous. Donc vous voyez ces ressorts là. Donc là, c'est un petit peu la même chose, sauf que bon, évidemment, il y a des pattes, un peu de fixation pour se mettre autour des encadrements de porte. Et donc par cette pression avec le ressort plus les pattes, eh ben ça vient se fixer. Mais l'avantage c'est que vu que les 2 poignées sont indépendantes, vous pouvez gérer à volonté l'écartement des mains. Vous pouvez accrocher des TRX dessus. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez vous en servir comme poignée de pompe, comme poignée de traction. Et moi là où je trouve ça intéressant, encore une fois, c'est que ces poignées, étant donné que ça prend pas de place, c'est pas une grosse armature, c'est 2 petites poignées, hein. Et ben vous les balancez dans votre sac de voyage et partout où vous allez, à l'hôtel et tout, vous pouvez faire réellement des tractions. Alors les tractions sont souvent quelque chose qui manque en déplacement. Souvent on sait facilement faire du rowing, des choses comme ça, mais les tractions ça manque. Et là vous pouvez faire vos tractions, donc c'est quand même pas mal avec 2 prises en main différentes. Donc vous pouvez faire du marteau ou de la prise neutre ou de la prise classique, les 2 prises classiques ou la prise neutre. Et donc voilà. Donc encore une fois, la seule faiblesse que je vois à ça, c'est que souvent c'est montré pour des portes, des encadrements de portes un peu à l'américaine, où l'épaisseur des encadrements est plus important que chez nous. Donc regardez bien avant les tolérances par rapport aux encadrements, mais je trouve ça en tout cas beaucoup plus sécurite que ce que je peux voir en France, à Go Sport et tout ça, quoi. Voilà. Donc voilà les 3 innovations que j'ai trouvées, c'est les innovations home gym. Pourquoi je vous parle de home gym? Parce que je vous recommande encore une fois fortement de profiter qu'il y a encore du stock. Équipez-vous. Si vous avez un bout de garage, une pièce, un cellier, un studio, une chambre, peu importe, équipez-vous. Si vous êtes bricolo et que vous n'avez pas la place d'avoir un home gym chez vous, regardez comment est foutu le lit
Home Gym. Alors si vous fouillez bien là, vous trouverez même les plans. Fouillez bien. Le truc s'appelle Pivot Fitness. Fouillez bien, vous pouvez peut-être vous créer votre propre lit Home Gym, mais pour les mois à venir là, et quand on va rentrer dans l'hiver, partez du principe qu'il vous faut du matos d'entraînement. Voilà. Cherchez pas plus loin et équipez-vous maintenant. Si vous restez un peu dessous des vacances parce que vous avez prévu de partir à l'étranger et c'est tombé à l'eau pour une raison X ou Y, injectez un petit peu d'argent dans votre home gym. Là, ça vaut le coup. Voilà. Je vous le dis honnêtement, prévoyez. Voilà. Bon, je m'arrête ici. Je reviens à la nutrition pour revenir robuste, pour revenir ou redevenir ou devenir robuste. On en a parlé en début de podcast. Donc voilà, vous avez tout le plan alimentaire, tous les macros, les micronutriments, les carences, et surtout le plus intéressant, c'est de voir la nutrition qui vous met en pré-fragilité, donc c'est-à-dire dans les 3 ans, peut vous conduire à la fragilité. Moi, j'ai trouvé ça passionnant, en tout cas, d'apprendre tout ça et de vous le partager ensuite. Donc, allez voir le lien en description. Et sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.